Bonjour Sabine, Bonjour Thomas, comment vas-tu? ça va, j'ai juste un petit souci, ma voix est un peu cassée, mais écoute, on va faire avec. J'ai ma tisane Ouais. à côté et ma pastille que je suis en train de finir, donc ça va. Je t'ai invité pour faire une interview autour du yoga du rêve. C'est un sujet que toi tu pratiques et que tu connais assez bien. Donc ça va être intéressant aujourd'hui d'investiguer, je dirais, ce milieu et de voir un peu aussi les illusions qu'on peut projeter dessus. Bah, répondre à quelques questions, comme tu sais, et puis on va y aller avec trois parties. Je présente ça pour les gens qui nous écoutent, à savoir plutôt toi d'où tu viens, comment tu pratiques et quelle est la voie que tu suis. Bien pouvoir enraciner le process. Ensuite, on va rentrer dans les détails autour de la pratique du rêve et puis finir sur un côté un peu plus philosophique. En tout cas, traiter de conscience, même si bon, ce sera, je pense, un fil rouge tout le long. Donc ça te convient, il n'y a pas de souci. Oui, avec plaisir même. Ouais, ça me Bah réjouit de oui, pouvoir moi parler de aussi. ces thèmes. Très bien. Bah moi aussi, c'est un plaisir. On va commencer tout simplement. Est-ce que toi, tu peux alors te présenter et présenter la voie que tu suis par rapport au sujet du yoga des rêves plus précisément? Mhm. Alors moi, j'ai touché l'expérience du yoga quand j'avais 18 ans, donc ça fait à peu près 30 ans. Et quand j'ai découvert le yoga, je me suis dit, bah, je crois que j'ai trouvé une de mes voies, en tout cas, je peux dire ma voie. Et c'est vrai que c'est une voie que j'ai suivie voilà, pendant 30 ans. Et pourquoi ça m'a si touchée à ce moment-là, c'est parce que j'ai senti que c'était très complet. C'est-à-dire qu'à la fois, ça travaillait sur le corps, mais aussi sur l'esprit, et évidemment aussi sur le souffle, mais aussi sur la conscience. Donc il y avait aussi beaucoup de profondeur au niveau philosophique dans cette tradition orientale. Et en même temps, ça délaissait pas le corps. Et ça me plaisait énormément. Et donc, j'ai suivi cette voie qui m'a pas déçue puisqu'elle était tellement riche. Donc, effectivement, j'ai travaillé le yoga du rêve à travers cette voie, mais je l'ai aussi découvert avec le bouddhisme, puisque après avoir fait pas mal d'années de yoga, j'ai goûté aussi au bouddhisme, qui sont finalement deux écoles de pensée très proches, et notamment au bouddhisme tantrique. Et j'ai découvert beaucoup de liens avec le yoga tantrique. Et c'est dans ce bouddhisme tantrique que j'ai découvert le yoga du rêve tibétain, yoga du rêve et du sommeil. Et alors que dans le yoga plus indien, on va plutôt parler de yoga nidra, ce qui est aussi le yoga du rêve, mais sous une autre forme. Voilà. Et du coup, moi, le travail que je fais autour du rêve, c'est un mix entre le yoga du rêve tibétain et le yoga du rêve indien. Toi aussi, tu as une particularité, tu as une formation scientifique. Ouais, alors j'ai commencé des études d'ingénieur que j'ai fini aussi, hein, puis j'ai fait une thèse après avoir fait aussi un master en histoire, philosophie, anthropologie des sciences. Donc j'ai fait effectivement une thèse sur alors la physique quantique vue par les physiciens indiens et français. Donc ça m'a permis d'approfondir ma connaissance de l'Inde et de sa culture, et aussi d'explorer tout, pas tout, mais beaucoup d'aspects de la physique quantique au niveau scientifique et philosophique. Et donc, mon approche aujourd'hui, je suis anthropologue, donc Ouais. j'étudie notamment les changements de comportement. C'est cette approche que j'essaie aujourd'hui de mettre plutôt au cœur des phénomènes de conscience, puisque je m'intéresse beaucoup aux états de conscience. Mais en France, c'est assez compliqué d'avoir des études financées sur ces sujets, donc c'est plutôt moi sur l'accompagnement au changement dans la transition écologique que je travaille. Donc, en gros, j'ai deux métiers. Un métier qui est plutôt axé sur accompagnement du changement dans la transition écologique, et un autre métier qui est plus accompagner les gens au niveau de la conscience à travers le yoga, mais aussi le tantra, la méditation, et puis essayer de développer des projets de recherche sur la conscience. Et j'ai notamment mené il y a 2 ans un projet de recherche sur les sorties hors du corps, out of body experiment, qui sont finalement des états de conscience assez proches des rêves lucides. On pourra en parler. Et c'est un sujet que j'étudie et qui me fascine. Et j'ai aussi développé une formation autour de la lucidité, du rêve lucide. Donc en m'appuyant sur le yoga du rêve, mais aussi sur les neurosciences et sur l'anthropologie. L'anthropologie, ça me permet en fait d'explorer à la fois dans l'histoire et dans les différentes cultures comment est vécu le rêve, comment il est perçu. Et puis du coup de faire le pont aussi avec les traditions indiennes et tibétaines. Oui, Voilà, en gros oui, les oui, ponts que je fais. oui, tu as une approche très riche, mais c'est ça aussi qui est très intéressant chez toi. Donc toi, tu es anthropologue, pardon, tu es pas sociologue. C'est Alors pas. si, en fait, c'est vrai que j'ai remarqué que quand je dis anthropologue, les gens vont confondre des fois avec paléo-anthropologie, qui est l'étude des hommes préhistoriques.
Mais en fait, l'anthropologie, ça vient plutôt du terme anglais. En français, on pourrait dire l'ethnologie, c'est-à-dire l'étude des peuples et des cultures. Mais en fait, moi, je m'intéresse aux gens de maintenant. Donc, voilà, je citais les physiciens indiens, mais je peux aussi travailler sur les gens aujourd'hui par rapport à la transition écologique. Donc, c'est plutôt de la sociologie, mais qualitative. Mais effectivement, je fais aussi des enquêtes quantitatives. Donc, mon vrai terme, ça serait socio-anthropologue. Ah oui, c'est intéressant, c'est qualitatif, parce qu'effectivement, le champ de la science européen, il est plutôt basé sur des métriques et des quantitatives, c'est ça, des mesures. Et toi, tu vas plus chercher... Moi, j'aime beaucoup les entretiens individuels. En fait, je préfère approfondir et essayer de comprendre des cas précis avec tout leur parcours, leur histoire personnelle, et essayer de comprendre Ouais. comment un comportement ou des valeurs ou des croyances sont reliées à tout un contexte de la personne. Alors qu'en sociologie, on va plutôt étudier plein de gens, mais pas de manière approfondie. Du coup, je mixe les deux dans mon travail. Mais... Et ce que j'aime le plus, finalement, c'est la microphénoménologie, qui est l'étude, c'est de l'anthropologie, mais vraiment appliquée aux microphénomènes. C'est-à-dire, c'est un outil où on accompagne les gens à expliciter une expérience vécue, mais qui a pu durer que 2 minutes. Notamment quand j'ai parlé de l'étude sur les sorties hors du corps, on a fait des entretiens microphénoménologiques auprès de personnes qui ont vécu des sorties de corps, mais en s'intéressant presque exclusivement au moment où ils sortent de leur corps. Comment ils peuvent décrire ces sensations et comment ils peuvent dire là, je sais que je suis plus dans mon corps. À quoi ils le savent. C'est pour ça que c'est du micro-phénomène, parce que on s'intéresse pas à comment ils font les courses tous les jours, ou on s'intéresse à leur histoire personnelle pour voir si justement le fait d'avoir vécu une sortie hors du corps, ça peut être lié à leur histoire personnelle. Et ça, c'est plutôt l'anthropologie. Et la Ah oui, d'accord, je microphénoménologie, comprends. c'est décrire l'expérience vécue. Parce que j'aurais pu croire que, tu vois, tu t'intéressais à ce moment de la sortie du corps pour traiter le phénomène de conscience en particulier, mais pas forcément. C'est pas forcément ça. Si. En fait, on se rend compte que aujourd'hui, la conscience, elle est difficile à étudier. Donc, on peut l'étudier avec les neurosciences, mais c'est très limité parce que les neurosciences étudient le cerveau, mais pas Oui. forcément la conscience. Et un des outils qui est à notre portée, c'est l'expérience vécue. Et grâce à des outils comme la microphénoménologie, on peut étudier le côté subjectif de ce que vivent les gens. Et même si on peut se dire, bah, du coup, si c'est individuel, on peut pas en faire une science. Parce qu'avec plusieurs cas, on peut tenter de faire des généralités. Et surtout, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est les contextes, comment un contexte engendre telle perception chez un individu. Et ça nous Ouais, permet quand même de catégoriser et d'avoir une forme d'explicitation de l'expérience. Difficile aujourd'hui de pouvoir étudier la conscience dans tous les cas. oui, ce point-là, de toute façon, je pense que on va le développer ensemble parce qu'il va revenir, mais on peut peut-être clôturer ce côté plus, alors, je vais dire plus cerveau gauche, mais vu que tu l'approches toi quand même avec une approche qualitative, ça me fait penser à ce qu'on appelle la grounded theory en sociologie, où justement, c'est ce que toi tu fais, j'ai l'impression qu'il passe par, il sort du quantitatif pour aller dans les expériences incarnées, faire quand même de la science en fait. Donc ça a des limites avec le modèle d'aujourd'hui, mais c'est quand même une avancée, je trouve moi. Enfin, c'est Ça, comment on peut réintroduire du subjectif ouais. dans la science. Et je pense que c'est vraiment un chemin pour la science aujourd'hui, c'est justement de pouvoir concilier l'expérience subjective et le côté objectif. En tout cas, pour ces questions de conscience, on n'a pas trop d'autres choix. Il va falloir sortir du paradigme ancien pour, oui, effectivement, pouvoir trouver comme là, aujourd'hui, on va faire communiquer rêve et réalité. Je pense que la conscience est aussi un pont entre les deux. C'est ça, on est obligé de passer par d'autres modèles qu'on n'a pas encore vraiment Ouais. explorés, quoi. Et on est obligé de passer par l'expérience, parce que c'est vraiment une question d'expérience, la conscience. Donc c'est pour ça, tu as raison de dire là, on est dans le cerveau gauche, mais c'est important aussi Ouais, d'aller dans l'autre cerveau. ouais, justement, donc tu es anthropologue, tu fais de la recherche Ouais, et tu es donc aussi professeur de yoga et de tantra. c'est ça. Je forme des enseignants de yoga pour qu'ils soient enseignants de yoga et je fais une formation sur le yoga du rêve pour les gens qui veulent approfondir leur connaissance du monde du rêve et développer la lucidité dans les Alors rêves. toi, tu suis une voie particulière quand même du yoga. Dans l'enseignement du yoga, alors oui et non, parce qu'en fait, effectivement, moi j'ai été formée dans l'école de l'Institut français du yoga. Je ne sais pas si les noms vont parler, mais qui est la voix de Desikachar, qui est le fils de Krishnamacharya. C'est un peu spécifique. Non, ouais. Mais je me suis formée à beaucoup d'autres styles de yoga, et notamment du yoga tibétain, puisque je fais aussi, j'anime des stages de Tumo, de yoga du froid. Et une de mes grandes découvertes, ça a été les 6 yogas de Naropa,
qui est là plutôt du yoga bouddhiste tantrique. Les 6 yogas de Naropa, dedans, il y a le yoga du froid, le Tummo, et le yoga du rêve. Donc pour moi, le yoga du rêve, c'était la continuité de mon enseignement de yoga du froid, en fait. Yoga de Naropa, tu as le Tummo, donc comme tu as expliqué, le yoga du rêve, et tu as aussi alors c'est pas le yoga de la mort, mais c'est pouvoir être conscient au moment de sa mort. Ouais, alors en fait, dans ces 6 yogas, donc le premier, c'est le yoga du froid, ou le yoga du feu, ça serait plutôt son vrai nom, puisque en fait, on active l'énergie. Alors effectivement, il est assez connu parce que les gens vont s'immerger dans le froid, que ce soit la neige, ici en Occident, un peu dans l'eau glacée aussi. Mais en tout cas, au Tibet, c'est plutôt dans la neige ou juste dans le froid glacial. Et notamment, il est assez connu parce que Alexandra Davinay, qui était cette fameuse exploratrice qui allait au Tibet au début du siècle, a raconté comment les moines sèchent des serviettes mouillées par moins 40 degrés avec ces pratiques de Tummo. Et ça se fait encore aujourd'hui dans certains monastères. Mais l'idée, c'est pas de sécher des serviettes, c'est bien de pouvoir activer ce feu. Donc, plutôt que le yoga du froid, son vrai nom, c'est le yoga du feu. Et ensuite, ce premier donc yoga de Naropa conduit au yoga du corps illusoire. Le corps illusoire, c'est justement une bonne entrée vers le monde des rêves, puisque c'est à la fois un yoga énergétique, puisque finalement, dans le yoga du feu, on active l'énergie, donc on travaille sur ce corps énergétique. On active le prana ou le chi, voilà, ça dépend des cultures, mais cette énergie qui circule dans le corps, et c'est cette énergie qui se transforme en chaleur et qui sèche les serviettes. Et donc on prend conscience qu'il y a un corps énergétique, mais que ce corps énergétique peut être vaguement illusoire dans le sens où on ne le voit pas. On peut voir ses effets, mais lui, on ne le voit pas. On peut le sentir, on apprend à le sentir. Et donc, c'est pour ça que ça nous amène vers le yoga du corps illusoire. Et ça nous emmène après vers le yoga du rêve. Ensuite, vers le yoga de la claire lumière. Ça, on en parlera sûrement un peu plus tard. Et ensuite, ce yoga de la claire lumière emmène vers le yoga de la mort. Ensuite, le yoga du transfert de conscience. Bon, parce que pour les Tibétains, il y a des bardos. Les bardos, c'est des frontières, et notamment la frontière entre la vie et la mort, mais également la frontière entre le sommeil et l'état de veille. Donc, quand on est réveillé et qu'on s'endort, on franchit une frontière, un bardo. Mais de même, quand on est endormi et qu'on se réveille, on franchit aussi un bardo. Et c'est en s'entraînant à ces passages qu'on peut s'entraîner au passage dans la mort. Et dans la réincarnation aussi, puisque pour les bouddhistes et pour aussi les yogis, il y a cette croyance que l'âme ou autre chose, en tout cas, va se réincarner. Ou pas, si elle sort du cycle des incarnations. Oui, le samsara. Voilà. Traduit en bardo, nous on va appeler ça aussi un état hypnopompique, un état hypnagogique, où chez eux ça a une dimension complémentaire. Tu sais, c'est les phases de transition de éveil, sommeil. C'est ça. Alors eux, bon, le bardo de la mort, il a plusieurs étapes. Il est décrit avec notamment les éléments, où tout d'un coup on va perdre l'élément eau, et ça va se traduire dans le corps par une sécheresse, ou l'élément feu, ça peut se traduire par le froid, etc. Donc, mais c'est aussi des étapes de conscience, et notamment des traversées dans différents plans, des plans plus subtils. Donc ça, c'est un bardo qui est assez complexe, que j'ai pas encore étudié, puisque j'attends d'avoir atteint en tout cas une certaine étape dans le yoga du rêve, pour me sentir légitime, on va dire, ou en tout cas prête pour franchir la suite. Et peut-être que je la franchirai pas dans cette vie-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas encore. Alors j'ai lu le livre tibétain de la vie et de la mort, le livre des morts tibétains. Voilà, je connais un peu les principes, mais je les ai pas expérimentés. D'accord. Donc toi, tu as fait le yoga du feu et t'es dans le yoga, le corps illusoire, et là t'es plutôt dans le yoga du rêve et tu as encore un chemin à faire. Ouais, j'ai encore le chemin vers la claire lumière, notamment. Peut-être que je l'ai déjà côtoyé, mais je suis pas à l'aise, on va dire. C'est pas stabilisé? Non, c'est pas stabilisé. Ok, bah écoute, c'est un beau programme que tu t'es donné dans cette vie. Hein. Ouais, quand je suis tombée sur les yogas de Naropa, je me suis dit, ah, c'est chouette, ça, ce programme. Et ils m'ont plu d'autant plus qu'en fait, à l'origine, c'est les yogas de Niguni, qui est une femme. Ça, c'est plutôt vers le Xe siècle, alors peut-être XIe siècle. Et voilà, les enseignements féminins en général, j'aime bien parce qu'il y a une dimension un peu originale par rapport à ce qu'on peut trouver dans les enseignements. Voilà, c'est assez rare d'avoir des enseignements féminins. Et néanmoins, c'est pas très yin. C'est des enseignements, voilà, le yoga du froid, faut quand même on actif. On n'est pas dans le laisser-faire, on est plutôt dans l'action. Et même dans le rêve lucide, on est dans l'action, quoi. Donc c'est pas un enseignement très yin. Mais voilà, ça m'intéresse quand même énormément parce que c'est très riche, c'est
très très puissant. Alors, elle s'appelle Nigumi, c'est ça? Nigumi, ouais. Nigumi? Ouais, c'est ça. Ok, tu vois, je connaissais pas. Je pense que les gens vont aussi apprendre des choses. Ouais, effectivement, c'est aussi intéressant en termes d'histoire de pouvoir remettre les femmes qui ont participé en place, parce que finalement, moi, je m'étais arrêté à Narupa. On voit toute cette complexité que tu arrives à manier aussi quand même, parce que tout ça, c'est spirituel, mais c'est aussi occidental, mais c'est quand même des niveaux de complexité, hein, et on peut le dire, hein, quand on pratique, ça paraît assez simple au départ à comprendre. En vérité, c'est quand même assez complexe, moi, je trouve, de ce que moi, j'en suis aussi. Moi, je pratique que le yoga du rêve. C'est quand même des choses plus complexes qu'on pourrait croire, sans que ce soit forcément compliqué, je veux dire. Et toi, justement, comment tu vas te situer dans cette transmission? Tu vois, puisque tu as un côté anthropologue, tu es professeur de yoga, alors est-ce que tu prends en compte le contexte justement occidental et tu vas adapter les enseignements? Alors, c'est une question que je me suis posée pendant quelques années quand je transmettais. Je transmets toujours, mais un peu moins, le yoga du froid, le Tumu, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait pouvoir avoir reçu d'un enseignant attitré, voilà, un lama tibétain qui nous transmette et qui nous dise à un moment tu es prêt, tu peux transmettre à ton tour. Et moi, on m'a pas dit ça. Donc je me suis dit bon, est-ce que je suis légitime? Et de toute façon, je l'ai fait à ma sauce puisque j'arrive pas en fait à transmettre quelque chose que j'ai pas pu vraiment intégrer à ma manière et peut-être assimiler et transformer. J'aime beaucoup rendre les choses pédagogiques. Et en fait, moi-même, quand je me suis formée au yoga du froid, j'ai trouvé qu'il y avait, et pareil pour le yoga du rêve, il y avait tout un contexte tibétain qui était difficilement accessible pour moi, qui suis pas née au Tibet. Et notamment des symboles, des lettres, des mots tibétains, et même les couleurs qui n'étaient pas forcément avec la même symbolique que chez nous. Donc ça me mettait beaucoup dans le mental à essayer de triturer tout ça au lieu d'être vraiment dans l'expérience. Du coup, j'ai demandé à 2 enseignants différents. Il y en a un qui m'a dit oui, il faut vraiment que tu gardes le cadre tibétain avec les mots, les visualisations. Et l'autre qui m'a dit mais pas du tout. L'idée c'est que tu t'appropries et que tu prennes les symboles qui te parlent. Donc moi j'ai retenu ce qui m'intéressait. J'ai dit ok, je vais m'approprier et je vais transmettre ce qui me parle. En fait, tant que toi tu es à l'aise avec ce que tu transmets, c'est le principal. Je pense c'est quand même nécessaire pour les occidentaux d'avoir une forme de traduction qui soit plus facilement assimilable. Ça n'empêche pas que si certains occidentaux veulent aller plutôt auprès de maîtres tibétains, recevoir un enseignement tibétain, c'est tout à fait possible. Mais moi j'ai l'impression que il y a aussi besoin de pouvoir adapter à notre contexte et notamment à notre contexte scientifique. Parce que moi qui ai une culture scientifique, j'ai souvent du mal quand on me transmet quelque chose qui n'est pas compatible avec ce que j'ai pu comprendre scientifiquement. Et du coup, moi, j'ai besoin de faire un peu sans arrêt des allers-retours. C'est pour ça que je disais, sur, par exemple, le yoga du rêve, je me suis intéressée aux neurosciences. Sur le yoga du froid, je me suis intéressée aux études, aux travaux de recherche qui avaient été faits par des scientifiques occidentaux qui ont été mesurés, la température du corps, l'effet de telle pratique ou de telle pratique. Notamment, le yoga du froid, c'était intéressant parce que les scientifiques ont fait des études sur ces pratiquants de tout le monde. Ils ont remarqué que c'était la visualisation qui avait le plus d'effet. Il y a aussi les respirations, mais que respiration sans visualisation, ça marche beaucoup moins bien. Et la visualisation, pour que ça marche, il faut qu'on visualise quelque chose qui nous parle. Donc moi, quand j'essayais de visualiser la lettre ou à l'envers, ça marchait pas. Mais simplement, si je visualise du feu, ben là, ça marche. En fait, je pense que comme c'est des traditions qui étaient plutôt orales et qui se transmettaient sur des générations, ils ont codifié des symboles pour pas trop se poser de questions. Mais des fois, dans 2 monastères différents, on va trouver des symboles différents. D'ailleurs, moi j'avais 2 livres, ils ne racontaient pas les mêmes symboles. Donc à un moment, je me disais, bon, c'est qui a raison? Je me suis dit, je vais me faire mon propre symbole. Si eux, ils font aussi leur symbole à quelques kilomètres de distance, ils n'ont plus les mêmes. Donc ma conclusion, c'est que, pour moi en tout cas, si on peut adapter, on adapte. Mais en fait, ça dépend des profils de participants. Tu vois, il y a des gens, ils ont vraiment besoin de suivre un protocole très cadré, très expérimenté, et d'autres qui ont besoin de s'approprier, de transformer, faire à leur sauce. Je pense aussi il y a une dimension universelle, alors pas derrière chaque symbole, mais on peut toucher une dimension universelle à travers la symbolique. Je pense que le feu, c'est quand même une symbolique qui est compréhensible par n'importe quel humain. C'est ça, complètement. Mais bizarrement, les couleurs, par exemple, nous, le noir, c'est plutôt une couleur sombre. Ben, pour eux, c'est une couleur qui peut être complètement positive, tu vois. Même le rouge, pas du tout la même symbolique. Donc, des fois, c'est compliqué quand même, même au niveau des symboles qui semblent universels.
Pour ça, au Japon, on croit, alors, c'est à vérifier, hein, mais ils sont plutôt en blanc pour marquer le deuil, alors que nous, on est plutôt en C'est noir. ça. Ouais. Et les mariés, je crois, sont en rouge pour symboliser la pureté, non? Alors que nous, c'est le blanc. Enfin, tu vois. Toi, tu es pas dans cette forme de fascination qu'on peut retrouver, hein, des fois, chez certains occidentaux pour des écoles extrêmes orientales. Il y a beaucoup de hiérarchies qui sont placées, si tu veux. C'est plus pour certains profils, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de se C'est plier ça. à Ça tout ça. dépend vraiment des profils. Et tu vois, par exemple, dans les types d'écoles qu'on peut trouver au Tibet, par exemple, moi, donc, ma lignée, ça va être plutôt le Vajrayana, c'est le diamant, ou le Dzogchen. Il y a quand même encore de la hiérarchie, mais ça dépend où. Il y a aussi, par exemple, la voie Bön, qui est un Oui, bouddhisme un peu chamanique, où là, il y a plus du tout ces codes, il y a plus ces normes. Enfin, donc, en fait, et puis tu vas avoir des écoles bouddhistes beaucoup plus hiérarchiques, où il faut suivre tel protocole avant de pouvoir franchir oui. telle autre étape et rendre hommage au maître et tout ça. Rendre hommage au maître, pour moi, ça me parle complètement, parce que toute cette transmission, et puis ça apprend aussi l'humilité, mais bon, pour au final comprendre que le maître est à l'intérieur de nous. En tout Bah cas, oui. il existe aussi différentes écoles bouddhistes en fonction, je pense, des profils de gens, selon qu'ils ont besoin de discipline, de hiérarchie, ou au Hmm. contraire, de pas avoir de normes. Oui, oui, il y en a, peut-être ça les rassure aussi d'avoir un cadre, d'aller à une source. Pour eux, c'est plus légitime. Ils ont C'est besoin ça. ouais, il y a une forme d'autorité. Je comprends. Et justement, c'est intéressant ce que tu disais que le maître qui est à l'intérieur de nous, parce qu'il y a une parabole qui est connue, tu sais, c'est couper la tête du Bouddha. Alors là, elle est un peu hors contexte, mais c'est pour dire que quel moment, si tu veux, l'enseignement se fait par le réel lui-même plus que par le maître. Ouais, ben alors après ça dépend ce qu'on appelle le maître, mais moi ce que j'aime bien c'est justement cette pratique qu'on peut retrouver dans le bouddhisme que je pratique de guru yoga. Donc bon, en fait tu projettes une divinité devant toi et puis tu vois toutes ses qualités et puis voilà tu lui fais un peu de la dévotion puis à la fin tu l'intègres en toi et tu perçois que elle est en toi et que c'est une partie de toi. Il y en a qui disent aussi dans ces enseignements que on est tous de la nature de Bouddha. Ah, c'est juste que des fois, on le voit pas. Ou on a des couches par-dessus. Mais notre nature, elle est fondamentalement celle du maître. L'idée, c'est de pouvoir y avoir accès. C'est de pas se rendre dépendant non plus exclusivement d'un enseignement extérieur, parce qu'il va quand même te ramener sur ta dimension à toi plus profonde. Et en vérité, tu pourrais le découvrir par toi-même, mais bon, tu passes par d'autres écoles pour le faire. Si tu pouvais vraiment le faire par toi-même, tu irais pas le faire par d'autres écoles. C'est pour ça que je te dis, il y a vraiment des gens qui ont besoin d'être tenus par la main. D'autres, pas du tout, qui aiment pas avoir des normes, des dogmes. Je pense que c'est pour ça qu'il existe autant de traditions. C'est parce qu'il existe autant de styles de personnes avec des besoins différents dans leur chemin spirituel. Pour Tout nous à fait. aujourd'hui en occidental, il y a du choix. Et Mm. j'avais regardé parce que moi j'avais vu ça un peu de manière justement, j'étais plutôt des profils qui voyaient ça un peu de manière rigide, tu vois tout ça. Et j'avais regardé les alors je sais pas si c'est les lamas, mais tu sais les hautes autorités tibétaines. Et il y en a qui ont eu des vies complètement atypiques, des mecs qui fumaient des clopes, qui buvaient des bières, mais qui avaient vraiment les enseignements. Mais à un moment, je pense que pour certains types de personnalités, même chez eux, ça a pu peser. Et ils ont réussi à s'en émanciper. Ça m'avait fait beaucoup rire parce que ça renvoyait un archétype du maître qui était un peu ouais atypique, j'ai pas de mots, tu vois, donc Mm. j'ai pas les noms là par contre. Bah, notamment les Mahasiddhis. Alors, c'est pas des maîtres actuels, mais ils sont assez connus pour avoir été comment on dit, hors normes, c'est-à-dire d'avoir pas suivi des chemins de laïcité typiques, d'avoir pu vivre avec des prostituées ou d'avoir pu vivre avec les pêcheurs, pour montrer qu'en fait, dans tous les états d'expérimentation de la vie, en fait, on peut atteindre un chemin, trouver un chemin de conscience. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je dirais que c'est irrévérencieux à un certain niveau, la réalité dépasse tous nos cadres établis au départ, donc c'est vrai que ça peut paraître, si on pousse le truc, ça sort complètement de nos cadres, donc on peut en jouer avec. Enfin, Et moi, puis je trouve. l'idée c'est la libération des schémas aussi. Donc à un moment, il faut casser les codes. Effectivement. On va plutôt un peu plus rentrer dans le sujet, c'est-à-dire le vif du sujet, même si on a donné un contexte global. Tu sais qu'il y a la lucidité. Tout à l'heure, tu as commencé à faire la différence ou les points communs, c'est toi qui vas nous dire, entre donc le yoga nidra et le Milam, Milam yoga, plutôt l'aspect tibétain. Le Mhm. yoga nidra serait plutôt l'hindouisme et le yoga Milam Ouais. serait plutôt tibétain. Est-ce que toi, tu peux préciser les nuances? Alors du coup, le yoga du rêve tibétain, c'est le yoga du rêve et du sommeil, parce que justement, tout le travail se fait essentiellement pendant la nuit. C'est-à-dire qu'on va cultiver différents degrés de lucidité pendant le sommeil.
Alors que le yoga nidra indien va plutôt travailler la journée. Bon, je dis ça, mais après on expliquera que dans le yoga tibétain, il y a aussi beaucoup de pratiques de journée, mais pas des pratiques formelles. C'est plutôt des pratiques de prise de conscience au quotidien. Le yoga nidra indien, donc la pratique la plus connue, c'est vraiment une relaxation guidée qui peut durer entre une demi-heure et 3 heures, où on descend progressivement dans des niveaux de conscience de plus en plus subtils, à la limite de l'endormissement. Et l'idée, c'est de rester sur le fil, tu vois, de pas s'endormir. Et donc, c'est pour ça que c'est une relaxation qui est guidée en permanence, parce que celui qui guide va pouvoir sans arrêt dire à la personne, tu ne dors pas, tu ne dors pas. Et tout en lui disant, là, tu te relaxes, tu te relaxes. Ça peut ressembler à l'hypnose, en fait. Mais c'est une hypnose où sans arrêt, la personne est tenue réveillée, avec des indications au bout d'un moment de sensations du corps, mais après, ça peut être des visualisations. Tu vois, et là, ça peut ressembler à un rêve éveillé, par exemple. Oui. Où la personne est invitée dans un décor, et puis après, on peut la laisser un peu en liberté dans ce décor. Et elle va être à la limite sans arrêt de s'endormir, tu vois. Et donc ça, c'est un entraînement justement pour travailler la lucidité dans ces différents états. Ce que j'appelle lucidité, c'est le fait de rester conscient, en fait. Parce qu'en fait, c'est des états intermédiaires que tu as signalés tout à l'heure quand tu les as appelés hypnagogie et hypnocompie. C'est des états où en fait on est en onde alpha. Et du coup, c'est des ondes cérébrales qui sont des ondes qu'on peut découvrir aussi en relaxation et qui nous permettent souvent d'avoir des images, tu vois, d'avoir des visualisations, un état un peu sophronique aussi, on peut donner ce terme-là. Et c'est des états souvent, alors je sais pas si ça t'arrive toi, mais avant de t'endormir, moi je peux avoir des images, mais je peux aussi avoir des compréhensions. Tout d'un coup, les choses sont plus claires, et puis j'ai même des perceptions d'élargissement. Et c'est assez proche de la méditation en fait. Parce que finalement, la méditation, c'est à la fois pouvoir rester focus, mais détendu, dans un relâchement. Tu vois, c'est un entre-deux. Et là, on est pareil, on est à la fois limite endormi et limite réveillé. Et c'est dans ce croisement-là, on appelle ça les états intermédiaires ou les phases, et qu'il se passe des choses très intéressantes. Plus dans moi, ça, c'est plus dans l'état hypnopompique. Enfin, tu sais, l'inverse, quand je sors du rêve et je vais me réveiller entre les deux, là, vraiment, j'ai des éclaircissements assez forts. Au moment de m'endormir, moins. Mais c'est vrai qu'avec la pratique, ça commence à venir, mais j'ai plus facilement, moi, au moment du réveil, enfin, avant le réveil, que tu décris toi. Là, ce que tu as développé, c'était plus, donc, du coup, le yoga nidra, qui, lui, est plus porté sur l'hindouisme. Oui, alors pour le coup, dans le yoga nidra, il n'y a pas forcément de référence à l'hindouisme, mais en tout cas, c'est une pratique que moi j'ai découverte avec l'école Shivananda Satyananda, et aussi plus récemment avec Christian Tikhamirov, qui est un hatha yogi, qui s'est formé avec, a priori, je crois que c'est aussi, alors je sais pas si c'est une femme ou un homme, son enseignant en Inde, mais on a assez peu d'infos dessus, mais qui a reçu beaucoup de protocoles d'enseignement. Donc j'ai une amie qui a fait la formation avec lui, qui m'en a parlé. Moi je l'ai pas suivi vraiment, mais j'ai pu percevoir qu'il pouvait y mettre. Il y a beaucoup de choses assez, plus vastes. J'ai l'impression que le yoga nidra tel que je te l'ai décrit. Mais je t'avoue, D'accord. je connais pas assez, mais je sais qu'il a tout aussi un cursus d'enseignement autour du yoga nidra plutôt indien. Parce que j'avais fait des recherches, ce glyphe, tu sais, comment, ce symbole, parce que dedans, il y a trois états. Il y a Vapna, Mhm. Supti et Jagrat, je crois. Donc il y a la veille, le sommeil et le rêve. Mais Ouais. Nidra est pas dedans. Et en fait, j'ai regardé Nidra, c'est Vishnu qui était en sommeil. En fait, ils appelaient ça Yoga Nidra. C'est Vishnu qui était en sommeil au moment où l'univers n'existe pas et il va être créé. Là, je te parle du védisme du point de départ Mm. parce que il y a le védisme qui a posé Nidra, vraiment développé le yoga du rêve, c'est les écoles tantriques. C'est un peu ça le schéma que je voulais mettre. Ouais, en fait, c'est vrai que le Vijnana Bhaivara Tantra, par exemple, en parle, et aussi, Ouais. dans la formation, j'ai des sutras qui vont vraiment chercher la référence précise. Dans les Yoga Sutras aussi, il y a vraiment un passage qui dit que finalement, on peut atteindre l'éveil en Oui, pratiquant le yoga du rêve, ou en d'accord. restant lucide. Vraiment, le sutra, il dit en restant lucide au sein du sommeil et des rêves. Mais c'est juste un sutra qui l'évoque. Et par contre, dans Spandakarika, ouais, c'est ça. Dans le Ah oui, Spandakarika, donc là on est au 8e siècle, c'est le shivaïsme du Cachemire. Donc c'est du tantra aussi.
Et tu vois, au Cachemire, on est proche de l'Inde et du Tibet. La frontière, elle est très fine entre les deux. Là, je peux te lire un extrait qui dit le frémissement essentiel de la conscience, spanda, est réalisé par le yogi à travers les 3 états de veille, de sommeil et de rêve. Donc c'est ce que tu viens de citer. Après, il y a des commentaires, et notamment un commentaire qui dit celui qui est pleinement illuminé réalise toujours et constamment l'acte de pure conscience dans ces 3 états. Mais l'autre, celui qui n'est que partiellement éclairé, n'en jouit qu'au commencement et à la fin de ces états, c'est-à-dire aux seules périodes de transition entre veille et sommeil, quand il jouit d'une détente vigilante favorable à l'intériorisation. Et après, chez un yogin plus avancé, ce demi-sommeil prend l'aspect de yoga nidra, sommeil spirituel bien connu des mystiques. Voilà, là on joue un peu avec les mots, voilà, peut-être c'est un peu complexe de rentrer dans les termes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il citait aussi ces 3 états, et les phases d'endormissement et de réveil, qui sont ces états intermédiaires. En fait, le symbole que je cherchais, tu sais, c'est le symbole OM. OM, par contre. Ah oui, OM. Ah oui. Il est très connu, je sais pas pourquoi j'avais plus le nom, il me revenait pas, donc je pense que tu l'as maintenant. Oui. Et donc, voilà. Et donc là, on voit, en fait, la boucle, enfin, chaque boucle correspond aux 3 états dont on parle. Et cette anse-là qui est en haut avec le point au-dessus, ce serait la Turiya, donc le 4e état. Est-ce qu'on peut faire cette distinction entre l'aspect plus hindouique avec le tantra, compris si c'est à cheval, on l'a vu avec le Tibet, qui lui va chercher à être conscient, mais en traversant le rêve, il va chercher plutôt une conscience témoin, là où les Tibétains vont utiliser directement le rêve pour pratiquer une autre forme de conscience. En fait, les deux cherchent à être conscients. Parce que, par exemple, le Yoga Sutra dit le but du yoga, c'est d'arrêter le mouvement automatique du mental. Parce que dans le côté automatique, on n'est plus le maître à bord et surtout on n'est plus conscient parce qu'on est pris. Passer une journée entière en vivant ta journée de manière automatique et tu n'as même pas été conscient que tu as vécu, tu vois, quelque part. Ouais. Sans arrêt, le yoga, il nous dit on veut inviter le voyant, le spectateur, à observer le spectacle. Et le spectacle, c'est notre personnage, tu vois, et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Et donc, c'est en devenant conscient qu'on voit qu'il y a un spectacle qu'on est en train de jouer. Et une fois que tu vois que tu joues un spectacle, tu peux t'amuser avec. Bah, c'est pareil pour le rêve. Une fois que tu vois que tu es en train de rêver, ton personnage de rêve, tu peux aussi choisir ou pas de lui faire des choses. Mais en tout cas, tu es conscient, tu plus juste le jeu. Tu plus joué, en fait. C'est toi qui joues. Je pense que c'est vraiment l'idée, c'est d'arrêter d'être joué, mais d'être joueur, quelque part. Et donc, là-dessus, ils sont complètement d'accord, que ce soit les Tibétains ou les Indiens. Pas parce qu'il y a une chaîne de montagnes qui les sépare, qui sont pas d'accord. Et en fait, sans arrêt, c'est comment je peux être plus conscient, plus présent. Et dans les sutras que je t'ai cités là du Spanda Karika, où ils disent qu'en fait, le pleinement éveillé, il est sans arrêt conscient, que ce soit pendant la veille, pendant le sommeil, ou pendant le sommeil profond ou le sommeil de rêve. Il est toujours conscient. Par contre, celui qui n'en est pas encore là, eh ben, il est plutôt conscient au moment des phases intermédiaires. Quand, par exemple, tu disais, moi, j'arrive à être conscient que je suis en train de rêver, mais plutôt en fin de nuit. Moi, par exemple, je me souviens aussi, c'est souvent, mais j'ai aussi, alors moi maintenant, parce que je crois que je me couche plus fatiguée que quand j'étais jeune, quand j'étais moins fatiguée, on va dire, en me couchant, je vivais vraiment cette traversée vers le sommeil de manière consciente. Et c'était un vrai plaisir. Et donc l'objectif, une des pratiques dans le yoga tibétain du réveil et du sommeil, c'est de maintenir cette conscience, tu vois, dans le bardo, dans cette traversée, sans perdre le fil, c'est-à-dire jusqu'au bout. T'es conscient, puis là tu sens que le sommeil arrive et tu dis non, 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 je vais rester conscient, et paf. Bon, moi, la plupart du temps, je me fais avoir, je m'endors, je me souviens plus. Mais il y a plein de techniques qui vont viser à garder ce petit fil de la conscience en s'endormant. Ouais, et ce qui fait que tu vas pouvoir être conscient dans le sommeil profond, dans le sommeil de rêve. On peut être conscient tout le temps. C'est leur objectif. Voilà. Alors, souvent, quand je dis ça, il y en a qui disent ouais, mais c'est chiant, moi j'ai envie juste de me laisser porter par mon rêve ou de me laisser porter par ma vie, et c'est bon, quoi, j'en ai marre de toujours le mettre à bord. Bah, eux, c'est leur objectif, on n'est pas obligé d'avoir le même. Il faut voir aussi, alors justement, ça va faire, je pense, ça fait écho avec des questions qui viennent. C'est-à-dire que la première, pour la lucidité, qu'est-ce que tu pourrais dire qu'elle n'est pas, mais qu'on croit qu'elle est? Je sais pas si c'est très clair, mais est-ce qu'il n'y a pas une idée toute faite de la lucidité? Pour la formation, j'ai extrait, j'ai fait un tableau issu d'un travail de recherche fait par des scientifiques. Je vais vous donner la référence. Et j'ai aussi fait mon propre tableau. Donc je peux te le partager à l'écran.
Donc, est-ce que là tu vois les degrés de lucidité? Ouais, c'est ça. Ok, super. Donc c'est un article de Wins et Metzinger, publié en 2007. J'ai pas mis la revue, mais c'est facilement trouvable sur Internet. Donc c'est en anglais. Du coup, eux, ils ont classé 4 types de lucidité. La lucidité A, comme awareness, qui est le fait d'être conscient que l'environnement ou les personnages d'un rêve ont une apparence onirique. Typiquement, je vois une autruche avec des chaussures. Je me dis, c'est bizarre, ça ressemble quand même à un personnage de rêve. Lucidité B, c'est behavior, comme comportement, donc capable de se comporter comme si on savait que l'expérience en cours n'était qu'un rêve. Mais là, on est encore dans du comme si, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sûr que c'est un rêve. Mais si je me dis, tiens, peut-être que je pourrais voler, par exemple. A priori, dans la vie réelle, je peux pas. Mais là, c'est comme si je savais que je pouvais voler parce que c'est un rêve. La lucidité E, pour émotion, c'est traiter ses émotions comme si on savait que c'était un rêve. Donc, par exemple, si j'ai une grosse peur parce que des dragons m'attaquent, eh ben, je peux me dire, ah non, non, mais c'est un rêve, je peux changer mon émotion. Mais là, je suis pas tout à fait sûre que c'est un rêve, mais je me dis, je peux quand même changer mon émotion. Et c'est pour ça que c'est pas tout à fait encore sûr que je rêve, mais je me comporte comme ça. La lucidité C, c'est savoir qu'on rêve. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on peut vraiment appeler un rêve lucide, c'est je sais que je suis dans un rêve. On peut peut-être donner un exemple, toi, d'un rêve que tu as fait, moi, d'un rêve que j'ai fait, qu'on peut classer ici dans un type de lucidité pour donner un exemple. Ouais, alors moi, je le ferai plutôt sur ma propre diapo des degrés de lucidité qui me parle le plus que celle-là. Celle-là, j'ai pas vraiment réussi à me l'approprier. Là, je t'ai donné quelques exemples, mais vas-y, si toi, t'as un bon exemple. Alors, je vais donner un exemple très simple que j'ai fait récemment. J'écris le rêve assez brièvement. Il faut imaginer une sorte de tour un peu rouillé qui fait 45 mètres dans le rêve, c'est le chiffre que j'ai. Et j'ai mon frère qui est en haut de la tour et il a un parapluie. Donc jusque-là, il n'y a pas de conscience de rien du tout. Mon frère lâche le parapluie. Là, je prends conscience que je suis possiblement dans un rêve. Et qu'en fait, si tu veux, je suis en train de chuter, moi, mais volontairement, hein, c'est pas une chute catastrophique d'un drama dans un rêve, je suis volontairement en train de chuter. Le dos qui va vers le sol, ok? Peu importe la vitesse, je chute. Et lui, il fait tomber le parapluie. Et en fait, je me dis, mais moi, je veux que le parapluie, il arrive à moi. Je fais accélérer le parapluie consciemment pour qu'il accède à moi. Quand j'ai réécrit le rêve, je me suis dit, tiens, j'aurais pu moi ralentir. Mais visiblement, peut-être que ça me demandait plus d'énergie psychique, je sais pas. Donc, j'ai fait arriver le parapluie à moi et je l'ai réceptionné en conscience. J'ai envie de te dire, bon, alors j'étais dans c'est une cabriole que j'ai fait, je passe les détails, et j'ai fini par descendre avec le parapluie au sol, sachant qu'on peut donner une symbolique au parapluie qui serait plutôt le déploiement des capacités psychiques. Donc tu vois là, c'est un micro moment du rêve. Je suis intervenu dans mon rêve et j'ai pas pris possession du rêve, mais j'ai agi sur un élément du rêve consciemment en tout cas. Oui, et puis le fait que tu te dises je peux faire venir le parapluie, c'est un pouvoir qu'a priori tu n'as pas dans la vie quotidienne. Ouais. Donc ça veut dire que quelque part, c'est comme si tu savais que tu avais ce pouvoir-là, donc que tu étais dans un rêve. Donc c'est un bon exemple, effectivement. Ouais, merci. Toi, tu pourrais donner un exemple de rêve lucide? Mais tu vois, moi je vais plutôt te donner à partir des exemples pour cette diapo-là. Donc moi, au fur et à mesure de mes expériences et puis de ma transmission, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait parler en pourcentage de lucidité. C'est-à-dire que des fois, on est lucide à 10%, des fois à 50%, des fois... Et moi, je vais plutôt te donner des exemples de rêves lucides, plus ou moins lucides. Donc, par exemple, est-ce que je suis encore consciente que j'ai un corps physique ou est-ce que je suis encore dans mon corps de rêve, par exemple? Toi, des fois, tu peux savoir que tu dors et que tu as un corps physique. Des fois, tu sais plus du tout que tu as un corps physique. Tu es dans un autre corps, dans un rêve, quoi. Des fois, tu même pas de corps. Tu es dans un rêve et tu sais même pas que tu as un corps. Et des fois, tu es à la fois dans le rêve et un peu à l'extérieur. Comme si... Voilà, du coup, je vais donner des exemples de rêves lucides. Les rêves très lucides que j'ai faits, ils sont vraiment très différents des rêves classiques. Par exemple, j'ai fait un rêve lucide où tout d'un coup, je me suis réveillée dans le rêve comme si je me réveillais dans cette pièce. Tu vois, là, je suis dans une pièce où je vois les murs, je vois les objets, et je sais que si je touche, par exemple, mon écran, mon ordi, ou la chaise, je sais que je vais sentir quelque chose sous mes mains. Je sens même des odeurs, je sens une atmosphère. Ben là, c'était pareil, mais c'était dans un rêve. Et je savais que c'était un rêve parce que je pouvais voler, par exemple, ou parce que je voyais justement des objets ou des choses qui n'existent pas dans la réalité. Et notamment, j'étais dans l'espace, dans une espèce de grand couloir, mais qui avait pas forcément de dimension ni de limite. Et donc, je volais à travers ce grand couloir, et puis à un moment, j'arrivais dans un jardin,
qui était comme un jardin en carton-pâte. Donc, je savais que c'était pas de la matière habituelle qu'on peut trouver dans la vie quotidienne. Donc je savais clairement que j'étais dans un rêve, mais tout avait la réalité même plus forte encore que mon quotidien. Et si je touchais quelque chose, je pouvais plus que sentir, c'est-à-dire sentir à la fois que c'est rigide ou que ça a une certaine chaleur, rugosité, douceur. Je pouvais même rentrer à l'intérieur de l'objet, c'est-à-dire comme si j'allais dans sa structure atomique. Tout était exacerbé au niveau sensoriel, encore plus que dans le quotidien. Et pour moi, c'est une de mes expériences les plus marquantes. C'était une sensation incroyable de liberté, de me dire mais ce monde-là, il est incroyable, et je peux aller explorer. Et je savais que je pouvais presque même faire apparaître des choses ou avoir des pouvoirs, mais j'étais pas assez à l'aise pour les faire émerger ou pour savoir ce que je voulais. En fait, c'était juste subjugué par ce qui était là. Et la peur aussi que ça disparaisse si je me rendais trop compte. Tu vois, pour donner un exemple, ça peut être quelqu'un qui joue à un jeu vidéo hyper réaliste et puis tout d'un coup il se retrouve dans le jeu vidéo. Oui. Moi, ça me faisait un peu la même sensation. Ouais, Donc là, je savais que je rêvais, donc j'étais vraiment lucide. Par contre, je ne sentais plus vraiment mon corps physique. J'avais plus conscience de mon corps physique. Oui, tu étais consciente au sein du rêve seulement, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Parce que je crois que les neurosciences peuvent le traduire comme ça. En fait, quand on rêve, on a plutôt cette partie qui sert à discriminer, si on prend les enseignements plutôt traditionnels d'outils, on va dire, alors je sais pas si c'est placé vraiment là, mais cette capacité à discerner réel et réalité, tu vois, cet espace critique qui là nous fait dire que bah là, ce qu'on vit, c'est la réalité, toi et moi, dans le monde physique. C'est plutôt le cerveau des zones limbiques qui va s'activer, et donc il n'y a pas la possibilité de discriminer le rêve. Et ça, C'est quand ça. ça se réactive, on peut Ouais, quand même. apparemment, c'est les zones préfrontales qui sont inhibées, si C'est je ne me ça. trompe pas, pendant le rêve. Ouais. Donc, on a beaucoup moins de capacité de discrimination, de réflexion, d'analyse. Par contre, on a des émotions exacerbées et des sensations exacerbées, ouais. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques qui étudient les rêveurs lucides. De plus en plus, hein, ça devient la mode. J'écoute régulièrement des nouveautés là-dessus. Et donc, ils voient que c'est une forme de schéma cérébral qui n'est pas similaire au rêve ni à l'éveil, tu vois. Et notamment, c'est étonnant parce que j'ai écouté récemment que c'est pas facile de trouver des rêveurs lucides qui sont capables tu vois, des laboratoires la nuit avec des électrodes, de pouvoir quand même dormir et faire des rêves lucides. En fait, ils font ça en fait dans des hôpitaux où il y a beaucoup de personnes épileptiques. Tu peux faire de temps en temps des rêves lucides, mais de là à être complètement à l'aise et par exemple te dire je veux aller à tel endroit, je veux voler, je veux visiter telle planète ou telle partie sur Terre ou rencontrer telle personne, ben c'est des compétences en fait qui s'acquièrent par l'entraînement. Tout à l'heure, tu parlais de ça, ça peut être intéressant. On peut peut-être introduire la notion de sankalpa, Mm-hmm. justement, parce que des fois, on peut faire se réveiller en rêve lucide et finalement, ça paraît peut-être bête à dire, mais on ne sait pas quoi faire. Ouais, alors c'est pour ça que souvent moi, dans la formation, je fais beaucoup travailler sur l'intention. Ouais. Déjà, pourquoi on veut faire des rêves lucides? Qu'est-ce qui nous pousse à le faire? Parce que c'est quand même un engagement, tu vois, des fois, les nuits peuvent être un peu découpées. Ça peut être une forme d'engagement, alors plus ou moins intense. Il y en a qui peuvent faire ça quand ils ont envie, quand ils ont le temps. Donc pourquoi on veut faire ça? Et puis si on est tout d'un coup lucide dans un rêve, si on n'a pas programmé quelque chose, on est un peu perdu. Moi, par exemple, pour te donner un exemple, une fois je me suis retrouvée lucide dans un rêve. Alors j'étais à une fête foraine, il y avait un peu des gens partout. Je fais ok, rigolo. Et je me suis dit bon bah chouette, je suis lucide, génial. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, aucune idée quoi. En fait, c'est vrai que notre capacité réflexive, elle peut être atténuée en rêve. Donc si ça n'a pas été ancré intensément et même tu vois répété plusieurs fois, même des fois je propose de l'écrire près de son lit pour s'endormir avec, parce qu'en fait c'est une partie de notre mémoire à laquelle on n'a pas facilement accès en rêve lucide. Donc moi je me retrouvais à me dire qu'est-ce que je veux faire déjà si je suis lucide, je me souviens plus du tout, et tu sais, j'avais plus d'idées. Donc à un moment je fais ah si, je crois que je voulais aller au pôle Nord ou sur une plage, je sais plus trop. Donc je me suis retrouvée sur une espèce de plage un peu froide en Antarctique, tu vois, et je savais plus trop quoi y faire et tout. Je fais oh là là, c'est immense. La galère. C'est ça. C'est cool, le sable il est super fin là, mais quand même, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je me suis dit non, je crois qu'en fait je vais retourner voir des gens, je trouve ça plus rigolo. Donc c'est important dans sa pratique d'installer des intentions et de vraiment vouloir être lucide. Il s'agit pas juste, c'est pas une performance en soi, hein. C'est vraiment un travail qui s'effectue c'est ça que quand on se réveille, c'est été programmé pour le cerveau qu'on ait un plan de route
Bah, ça, c'est si on veut s'amuser à explorer la lucidité onirique, parce que c'est une expérience assez incroyable. Mais c'est pas le but, en tout cas dans le yoga du rêve tibétain, le but Oui, du rêve lucide, c'est pas de s'amuser à aller faire des tas de trucs, c'est d'aller toujours cultiver la conscience, la conscience, la conscience, pour finalement atteindre la claire lumière, qui est la conscience pure, la conscience sans décor, la conscience qu'on peut expérimenter à travers notamment l'état de Turiya, où en fait c'est être lucide ou conscient pendant le sommeil profond, Sushupti, et donc ne plus avoir de décor de rêve, c'est-à-dire que tu te retrouves dans du rien, la conscience elle est dans le rien, et c'est cet état-là de conscience pure où finalement tu conçois ta conscience dans son état naturel, Rigpa, pour les Tibétains, et c'est ça l'objectif pour eux. Maintenant, on peut avoir d'autres objectifs, on peut avoir envie de s'amuser et faire des expériences, on peut avoir juste envie d'ailleurs de mieux connaître le monde des rêves, de mieux oui, se bien connaître sûr, soi-même, tu vois, c'est chacun son intention en fait. exactement. C'est intéressant, on va te fermer ce chapitre en disant que pour toi, déjà, il y a différents degrés de lucidité. Il faudrait pas trop l'enfermer non plus dans un cadre très rigide, un peu. C'est un peu ce qu'on a évoqué là, je trouve. Ouais. Moi, j'ai évoqué une forme active, mais finalement, tu vois, j'ai été, on va dire micro-lucide si on veut, mais donc j'ai quand même laissé mon rêve se dérouler. Parce on peut laisser le rêve se dérouler, mais être conscient qu'on est en rêve quand même. C'est ça. Ouais, ouais, Tu ça vois, n'empêche pas, tu vois, pour les gens qui disent ah mais moi je veux continuer à avoir mes rêves parce que c'est vrai que c'est le ça. rêve il a une fonction, il a une Oui, oui, fonction oui. de guérison, d'assimilation, tu vois, de compréhension. Donc si on cherche à tout transformer quelque part, des fois on se prive de quelque chose. Ce que disent les Tibétains là-dessus, c'est Tibétains, en tout cas les enseignants que j'ai pu suivre, c'est donc notamment Tenzin Wangyal Rinpoche, c'est avec lui que je me suis formée. Il dit bah en fait l'objectif c'est pas comme dans la psychanalyse par exemple où on cherche à étudier le rêve, mais ça n'empêche pas. Tu peux être conscient pendant ton rêve et le laisser se dérouler. Tu n'es pas obligé d'en prendre Voilà, le contrôle, parce que je trouve que des fois, on voit un peu du contrôle derrière. c'est ça. Donc si tu veux contrôler, c'est plus pour aller expérimenter ou t'amuser, mais vraiment l'objectif c'est conscience. Et c'est comme dans le yoga, conscience. Je suis juste là à observer ce qui se passe, mais j'empêche pas forcément ce qui se passe de se passer. On a une vraie liberté d'être derrière tout ça. Alors, on peut peut-être préciser ce qu'on veut dire par conscience. Est-ce que si je te dis être présent à ce qu'on vit, ça te suffit ou non pour toi, faut préciser des choses? Moi, je pense que c'est bien résumé hein, quand même. Ouais, ouais. C'est ce que je disais, tu vois, les gens aussi qui me disent ah mais moi je veux pas Oui, contrôler mes rêves. En fait, bon, les gens qui sont très doués pour contrôler les rêves, ils n'arrivent pas à les contrôler, tu vois, 2, 3 fois par semaine, comparé au nombre de rêves qu'on fait par nuit et au nombre de nuits qu'on a dans une semaine. Et même quand ils contrôlent un rêve, c'est pas sur tout le rêve, ça va être sur quelques secondes, tu vois, ou peut-être quelques minutes, mais du coup, et ça c'est pour ceux qui sont très doués. En fait, tu auras toujours 90% du rêve que tu ne contrôles pas. Donc ça n'empêche pas, tu vois, au processus naturel de se mettre en place dans tous les cas. ça me fait penser à Stéphane Laberge. C'est un chercheur en plus scientifique qui a un gros rêveur lucide et il disait lui, il se laissait du temps entre ses rêves lucides parce qu'en fait, il peut pas, alors que lui, il est plutôt avancé, je trouve, il pouvait pas en avoir aussi souvent qu'il voulait, lui, en tout cas. Après, il avait raconté une expérience qui était intéressante, c'est au niveau des émotions, là où où t'apparaît un cauchemar, tu peux devenir lucide et voir la forme, en fait, elle n'est pas si effrayante que ça et te l'apprivoiser. L'apprivoiser, carrément. C'est très Donc ça, thérapeutique, en fait. Ouais. exactement. C'est Hervé de Saint-Denis, je crois, un des Ouais. deux premiers en France qui faisait ça au 19e siècle, il avait fait ça. Effectivement, ta part démoniaque peut devenir un ami, en fait. Tu peux vraiment discuter avec lui et donc, Ouais, ça, et je trouve puis ça. bah, c'est vrai que, tu vois, je parlais de l'exemple, si t'as des dragons qui te courent après, quel que Ouais. soit ce que représentent les dragons. Après, c'est à toi de l'interpréter, mais si tout d'un coup tu te retournes et que tu te dis, bah non, j'en ai pas peur et je peux transformer quelque chose, super. Ou, tu vois, moi, je peux avoir des exemples, si je rêve de personnes, de mes relations, où, tu vois, je peux être en conflit avec elles, de ressurgir dans le rêve, et là, je peux dire, bah non, en fait, j'ai envie de t'envoyer de l'amour, j'ai envie de changer Mmh. notre relation. Je peux le faire dans le rêve. Il y en a par exemple qui donnent l'exemple de quelqu'un qui les menace dans la vie courante et qui est énorme dans le rêve et tout d'un coup il décide de le transformer en tout petit. Tu vois, du coup ça, voilà, ça permet aussi de se Bien rendre sûr. compte. Et là je rejoins la pensée tibétaine qui dit que tout est illusion. Pour les Indiens, ça serait tout est un jeu quelque part. Et donc c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire avec ces illusions et ce jeu. Et pour les Tibétains, la vie qu'on vit dans la réalité n'est qu'une forme d'illusion parmi d'autres. Oui, justement, on va développer pour terminer ces points-là. Effectivement, quelle est la frontière entre rêve et réalité? Tu parlais de pratique en journée. Voilà, Ou donc eux, ils font le pont entre les deux, donc tu peux nous en dire plus?
En fait, bon, la pratique de méditation qu'on trouve dans le bouddhisme, c'est vraiment une pratique qui peut se faire sur un coussin, où en fait tu cherches à observer ce qui est là, tu vois, pleine conscience, soit avec tes supports, soit sans support. Mais l'idée, c'est que ça s'installe dans ton quotidien. Et que ça s'installe aussi dans ta nuit, pour que finalement ça dure tout le temps, que cette conscience-là, elle soit là tout le temps. Et par rapport à l'illusion, eh ben, un des exercices dans le yoga du rêve tibétain, c'est déjà de se rendre compte au quotidien que cette réalité-là, quotidienne, elle est illusoire. Donc soit tu te dis, ah oui, c'est une illusion, mais t'y crois pas vraiment. Mais par contre, tu t'entraînes pour que la nuit, tu te rappelles sans arrêt de te dire c'est une illusion, mais là, comme c'est un rêve, c'est vraiment une illusion, et tu t'en rends compte. Soit tu te dis, mais c'est vraiment une illusion. En tout cas, c'est la perception tibétaine que il existe des plans de réalité, on peut appeler ça des plans d'illusion, qui sont pas plus réels ou moins réels les uns que les autres. C'est-à-dire que Oui, le rêve est un plan aussi de réalité. Ou les rêves, parce qu'en fait, il y a plein de types de rêves. ouais, exactement, c'est polymorphe. Et oui, c'est parce qu'eux, ils vont plutôt indexer la réalité sur une forme de conscience pure. C'est Et ça. tout le reste va en découler, mais donc à une nature non immuable. C'est Peut ça, être, peut exactement, être finalement. modifié. Ouais, Oui, ouais, c'est t'as ça. raison. Ouais. Et puis, tu vois que tout à l'heure, on parlait un peu de la subjectivité, c'est-à-dire qu'on voit les choses différemment. Par exemple, on peut regarder le même objet tous les deux, on va pas du tout le voir de la même manière. Donc, quelque Oui, part, c'est une illusion. Ou ils peuvent donner l'exemple de l'arc-en-ciel. Tu crois que l'arc-en-ciel, il a telle ou telle couleur, mais plus tu te rapproches, plus il disparaît. Donc, l'illusion, elle est par nature quelque part. Tu vois, tu crois que cet objet-là que tu touches, il est dur, mais en fait, il est rempli de vide. Quelque part, c'est toi qui construis ta réalité à partir de oui, oui. j'aime pas, c'est solide, c'est pas solide, je connais pas. Sans arrêt, tu crées une illusion. Mais pour toi, elle a une forme de réalité. Et quand tu rêves, quand je rêve et que je suis pas lucide, je suis persuadée que c'est réel. La figure du rêve interroge la nature de la réalité. On y est, là, je pense que Voilà. c'est ça qui est très intéressant. Et donc, on est persuadé. Donc là, toi et moi, on est persuadés que ce qu'on vit est réel. Ouais. Alors après, quand tu fais ça, moi je m'en souviens que la première fois, avec Tenzin Wangyal Rinpoché, il avait dit bon bah maintenant, demain, vous allez toute la journée essayer de vous rappeler assez souvent que ce que vous vivez est une illusion. Et moi j'ai trouvé ça super vertigineux parce que j'y ai vraiment cru. Je me suis dit mais je suis en train de vivre dans un rêve. Je crois que c'est réel, mais c'est pas un rêve. Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas un rêve, tu vois? En fait, c'était là, mais qu'est-ce qui me prouve? Donc pour ça, on fait des tests de réalité. Parce que Oui, finalement, la différence entre rêve et vie quotidienne, j'ose pas l'appeler réalité parce que pour moi, le rêve est réel aussi. Donc, on va dire vie quotidienne et rêve, oui. veille et rêve, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire dans l'un et pas dans l'autre. Notamment, on peut pas voler dans la vie quotidienne, on peut voler en rêve. Donc ça va être un test de réalité, par exemple. Et après, il y a des choses que tu as dans le quotidien que t'as pas en rêve, notamment la sensation des fois de dureté. Mais en fait, je dis ça, mais c'est pas vrai parce qu'en rêve, tu peux aussi avoir la sensation de dureté. Mais en fait, c'est nous qui avons séparé un peu les deux, alors qu'en fait, les deux communiquent par eux-mêmes, c'est juste qu'on met pas notre conscience dessus. Je te donne un exemple. C'est ça. On retrouve des éléments de notre de quotidien dans notre rêve, plus ou moins, hein, mais on va aussi Ouais, retrouver des éléments de notre rêve dans notre réalité. Enfin, exactement. même si, Ouais, comme tu l'as dit, c'est ça, ça. c'est une illusion aussi d'avoir séparé les deux. C'est vrai. Finalement, tout est poreux. Mais il y a des bardeaux, c'est-à-dire comme des passages de l'un à l'autre, dans un Oui, sens, dans l'autre. C'est vrai que le rêve, il est quand même essentiellement construit, et ça, donc on va parler des différents types de rêves. Pour les bouddhistes, du coup, il y a les rêves samsariques, qui sont des rêves basés essentiellement sur ce qu'on vit au quotidien. Et là, les scientifiques ont montré qu'en fait, le contenu des rêves était alimenté essentiellement par les 2 dernières journées, et encore plus par la dernière journée qu'on a vécue. Et donc, on va retrouver des personnages, des symboles, des émotions qui sont alors surtout des émotions, parce que les personnages, ils peuvent venir de très loin. Toi, dans un rêve, tu peux voir quelqu'un que t'as pas vu depuis 20 ans, mais c'est parce qu'il va, en tout cas pour moi, il va symboliser une émotion, et que cette émotion, bah, c'est cette personne, ou ta relation avec cette personne qui la symbolise le mieux. et Mm. si on admet que le rêve et la réalité ou le quotidien doivent se conjuguer, on doit pouvoir à terme, en termes de développement, récupérer des choses qu'on fait qu'en rêve en réalité. On pourra peut-être pas voler, mais tu vois, on a une forme de sagesse. Parce que moi, je trouve que si tu veux, en journée, on est très tourné les sens vers l'extérieur, c'est l'action. Alors que la nuit, c'est vers l'intérieur, on n'a plus les outputs sociaux, donc on a une forme de sagesse aussi des fois qui vient. Je pense que ça t'est arrivé, même en rêve lucide, d'avoir des compréhensions ou des mises à jour, quoi. Et puis, je pense que c'est vraiment aussi une espèce de mise à jour émotionnelle. Ah oui, oui, fortement, oui. Moi, j'ai tendance même à aller carrément sur la dimension énergétique, puisque pour moi, Oui, les émotions, c'est des formes d'énergie. Et donc, ce qu'on vit dans la journée, c'est une forme d'énergie.
des fois, pour être plus clair, je vais donner des couleurs. Par exemple, je vis une tristesse, on peut dire, je sens une énergie qui pourrait être plutôt de telle densité, de telle couleur bleue. Et en fait, je vais la revivre en rêve, parce qu'elle continue, cette énergie, elle n'a pas encore circulé. Donc en rêve, elle va comme continuer à circuler, prendre une forme, et finalement, tu vois, pour moi, c'est une forme de fluidification énergétique, le rêve. Pour revenir sur un concept peut-être plus universel, même si l'énergie, ça reste flou, c'est quelque chose qui est vécu quand je sors d'un rêve, je sens que j'ai été traversée énergétiquement ou émotionnellement, tu vois. Ouais, moi, je vois vraiment le côté énergétique. Donc, on peut développer ce point, hein, c'est intéressant. Tu mettrais toi quel mot de la tradition énergétique? Et puis, est-ce que tu peux faire un lien avec le tantra? Est-ce qu'il y a le Ouais. lien entre tantra et rêve au niveau de l'énergie? Bah, c'est vrai que le tantra, donc je sais pas si, en tout cas, je parle du néo-tantra là, parce que tout à l'heure on a parlé du bouddhisme tantrique, du yoga tantrique. Il va être commun, en tout cas, à tous les tantras qui soient néo ou plus traditionnels, c'est justement ce travail sur l'énergie. Comment on arrive à la faire circuler, à la ressentir, à l'habiter, à la déployer. Et donc le tantra est, le néo-tantra est plus féminin parce que finalement, dans la perception hindoue, c'est plutôt Shakti, l'énergie, tu vois, qui est féminine, qui est fluidifiée, alors que Shiva est plutôt le côté conscience. On place la conscience sur cette énergie en mouvement, en fait. C'est pour ça que Shiva et Shakti se rencontrent, parce que la conscience et l'énergie se rencontrent. Et tu vois, dans le yoga du froid, le yoga du rêve, on a vraiment ce travail. Alors, c'est des termes tibétains différents. On va parler de bindu, d'énergie, de la Ouais. conscience, et du feu, qui est justement cette énergie plutôt du bassin, qui va rencontrer l'énergie de la conscience. Ça, c'est la pratique du yoga du rêve, c'est de faire rencontrer ces deux énergies-là. Et après, on travaille sur, je parlais du corps illusoire, qui est là, travailler sur ce corps énergétique. Et on travaille avec nos émotions, justement, qui sont des formes d'énergie qu'on va brûler, tu vois. Voilà, donc ça, c'est vraiment les caractéristiques des traditions tantriques. Et dans le néo-tantra, que je fais de plus en plus, on apprend à danser avec ces énergies, notamment à travers la rencontre. C'est beaucoup d'exercices où on va être en relation, soit par le regard, soit par le toucher, soit par la danse. Et on va sentir comment la rencontre avec l'autre nous met en énergie, nous met en mouvement. Et après, est-ce que je peux faire circuler? Comment je fais? Voilà, comment je transmets? Comment je transmute sans arrêt? Pour moi, c'est un peu tu vois, l'alphabet. On peut avoir un alphabet, par exemple, en termes de symboles, en termes d'émotions. Moi, j'aime bien revenir à l'énergie, sauf que c'est difficile à décrire. C'est vraiment du ressenti. Et donc, c'est pour ça que finalement, dans les traditions, ils ont inventé des symboles, notamment c'est les chakras, avec différentes formes, des triangles, des pétales de lotus, des couleurs, parce que c'est des types d'énergie différentes qui vont être localisées différemment dans le corps physique et énergétique. Et donc, notamment dans le yoga du rêve tibétain, il y a tout un travail avec des portes d'entrée sur les différents chakras. À différents stades de la nuit, on va plutôt mettre sa conscience sur un chakra ou sur un autre, parce que ce chakra va symboliser soit par exemple la tranquillité, la paix, soit l'amour, soit la puissance, et vont nous aider justement à transmuter des émotions qu'on peut vivre dans les rêves. Donc il y a tout ce lien entre l'énergie, les chakras et les rêves, dans la tradition du yoga du rêve tibétain, et dans le tantrisme en général. Est-ce que pour toi les énergies sont conscientes d'elles-mêmes? Première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu fais une différence entre l'énergie, je dirais, alors vitale et l'énergie sexuelle? Alors, bon, l'énergie, c'est toujours de l'énergie, quelque part, on va dire Shakti, qui va prendre différentes formes. Donc, toi, on peut l'appeler prana pour les yogis ou chi pour les qigong ou tai chi. Mais ça reste la même énergie pour moi, c'est ce mouvement, tu vois, on peut dire toute énergie quelque part, mais dans la matière manifestée. Parce que sur d'autres plans, peut-être plus de la conscience, on est moins sur de la matière manifestée. Et c'est la rencontre entre les deux qui est mise en valeur dans les différentes traditions. Parce que tu sais, je regardais, il y a des pratiques qu'on voit qui sont très reprises aujourd'hui par certains jeunes, qui sont des pratiques de rétention éjaculatoire Mm-hmm. pour sublimer cette énergie. Alors dans le néo-tantra et bon, dans certaines branches de tantra traditionnelles, il y a justement la valorisation de l'énergie sexuelle, qui est finalement de l'énergie vitale, hein, comme disait Jung. C'est pas limiter juste la sexualité, c'est qu'est-ce qui nous met en vie, et la sexualité a pour but justement de nous reproduire. Donc c'est de la vie. Et cette énergie, elle est très puissante. Donc c'est soit tu te laisses dominer par elle parce qu'elle va t'amener justement dans un acte sexuel peut-être non conscient, et t'aboutiras pas à grand chose à part l'avoir transmuté quelque part d'une certaine manière, mais c'est dommage. L'idée, c'est plutôt de mettre cette énergie au service pour aller rencontrer la conscience. Et donc, dans les pratiques, tu vois, de Kundalini ou de, justement, yoga du foie, on a l'énergie du bas, qui est celle du feu, donc dans le bassin, qu'on va amener
vers le haut pour rencontrer la conscience. Et c'est vrai que c'est une expérience intéressante à vivre parce que tout d'un coup, ça fait ch'ting, parce que au fur et à mesure, on arrive à, tu vois, l'amener dans la symbolique, mais j'ai plus de voix. La conscience redescend Oui. comme si elle coulait et ça se rencontre dans le cœur parce que l'idée, c'est de déployer l'amour, l'union des deux. Il y a aussi, je dirais, éjaculer en étant conscient, et ça peut ne pas gêner une pratique tantrique pour autant. Ouais, alors bon, après, il faut quand même maîtriser un petit peu parce que si tu éjacules et que ton énergie, tu la fais pas circuler, elle est juste extériorisée, tu vois, qu'elle l'a pas. Tu peux effectivement dissocier de l'éjaculation de la circulation de l'énergie. Bon, moi, je suis pas un homme, donc je peux pas forcément te rentrer dans les détails. C'est pareil pour la femme aussi, même si elle éjacule pas, quoique elle a une forme d'éjaculation. Mais en tout cas, elle peut avoir quelque chose qui est juste expulsé, une énergie qui s'expulse, ou une énergie qui va être canalisée pour être amenée consciemment vers la conscience. Et la conscience qui descend et rencontre cette énergie. Donc c'est une forme de canalisation à laquelle on s'entraîne justement par les pratiques tantriques, sans aucun rapport sexuel. En fait, tu t'entraînes juste dans, ok, je sens mon énergie vitale, je peux l'activer par des respirations, et notamment des respirations du feu, ou d'autres, mais t'actives par la respiration l'énergie. Et ok, une fois qu'elle est activée, où est-ce que tu l'amènes? Et donc c'est là où dans le poumon, on l'amène partout dans le corps pour justement créer cette chaleur, par exemple. On peut aussi l'amener justement vers Bindu, vers finalement c'est la glande pinéale. Bindu, c'est le siège pour certains de la conscience. Donc c'est tout un apprentissage de la canaliser. Moi, je me souviens que j'avais pris une caméra thermique pour observer si j'arrivais à emmener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Finalement, je l'ai vu. Puis de toute façon, quand tu fais du yoga du froid, si tu n'arrives pas à amener l'énergie, tu te pelles au bout d'un moment. Donc c'est ça qui est bien, c'est que tu es obligé. Tu vois, tu es mise en situation pour amener, là, tu vas, quoi, tu l'emmènes. Donc cette canalisation, en tout cas ce déploiement de l'énergie, c'est un entraînement. Après, pour l'activer, c'est-à-dire que tu as envie de l'activer, donc soit tu le fais par visualisation, soit par respiration. Tu peux aussi le faire par la rencontre avec un partenaire potentiellement sexuel qui va t'amener du désir et qui va augmenter cette énergie-là. Mais tu n'es pas obligé d'entrer dans l'acte sexuel, c'est juste le désir ou l'élan vital ou tu vois, cette énergie sexuelle qui va s'activer en fait. Du coup, pour entrer dans les détails, éjaculation, pas éjaculation, je pense qu'effectivement, tant que tu amènes l'énergie où tu veux, tu peux faire éjaculation ou pas, et ça n'a pas forcément de conséquences. Et si t'es pas assez à l'aise, il vaut mieux pas tu vois, éjaculer et plutôt garder l'énergie. Un peu comme dans le sumo, le yoga du froid, où là, bah, tu l'as et tu l'amènes parce qu'il faut bien que tu l'amènes quelque part. Sinon, tu restes soit dans le froid, soit dans la frustration. Tu vois. Et puis c'est vrai qu'on, bon, je vais généraliser, mais nous les hommes au départ, sans conscience, on va éjaculer. Il y a aussi, on recrache certaines émotions par l'éjaculation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est sûr qu'au départ, l'éjaculation est pas du tout consciente. Hein. Ouais. Et puisque moi j'estime que c'est une voie naturelle quand même, je te dis ça parce qu'il y a une forme d'ascèse. C'est comme ça que je le vois moi, tu vois, à certains niveaux de se pas retenir, mais de faire monter cette énergie. Ouais. Et je me dis quand même c'est une voie naturelle, donc on doit pouvoir procéder des deux manières. Tu peux. Mais c'est vrai que pour s'entraîner, c'est plus simple pour la sentir sa puissance. Si t'éjacules tout de suite, tu la sens pas. Donc l'idée, c'est de maintenir le plus longtemps possible pour que tu puisses jouer avec, tu vois. Et alors après, tu peux aussi jouir sans éjaculer. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est une autre pratique. Mais vraiment, l'invitation, c'est de jouer avec cette énergie. Donc plus tu vas rester justement dans la non-consommation, plus tu vas découvrir de choses. Consommation ou extériorisation, je sais pas trop comment l'appeler. Ouais. C'est fin, hein, parce que effectivement, on peut vouloir aussi se contrôler. Tu vois ce que je veux dire? On peut encore une fois vouloir se fermer au monde avec ça, alors qu'en fait, c'est plutôt une pratique d'ouverture à soi et à l'autre. Ouais, bien sûr. L'idée, c'est toujours d'amener à de la circulation énergétique. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal de s'entraîner sur des pratiques avant et après de pouvoir s'entraîner dans l'acte sexuel. Et c'est pour ça que c'est des pratiques avancées qui étaient réservées traditionnellement aux yogis avancés. Parce que sinon, on est vite pris dans l'élan de la pulsion naturelle, du plaisir sexuel, quoi. De l'évacuation émotionnelle qui va avec. Et c'est un peu dommage, parce que l'idée, c'est de se dire, c'est une énergie puissante, sacrée, je peux en faire quelque chose. Elle m'est offerte, et moi, si je suis conscient, si je veux pas être juste dans l'acte reproductif basique, alors, ou juste d'évacuer mes émotions, alors j'ai tout un panel d'exploration à m'apporter. Encore une fois, l'intention est importante, on la retrouve un peu partout. Ouais. Parce qu'on peut ne pas vouloir éjaculer, mais ça peut être, on peut derrière avoir une pratique pseudo-tantrique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On peut juste, en fait, être un mec qui se vit en moine et qui se coupe d'une forme de plaisir.
Alors que tu as comme tu viens très bien de le décrire, en fait, c'est une vraie manifestation d'énergie, apprendre à circuler. Enfin, voilà, c'est pas la même intention, je trouve. Ah ouais, et puis c'est plein de plaisirs nouveaux, parce qu'en fait, c'est assez basique finalement le sexe classique. Et du coup, quand tu apprends, tu vois, le slow sex par exemple, tu fais que naviguer avec l'énergie. Et nous, on l'apprend dans les stages, notamment avec la danse, qui est vraiment une danse de l'énergie. Pas forcément en se touchant ou juste en étant en relation, et sentir, ok, j'ai de l'énergie qui vient, soit parce que je respire, soit parce que j'ai du désir, soit parce que juste je suis en vie et que je sens que cette énergie vitale, elle est en moi. Et je l'amène, et l'autre, il a aussi cette énergie. Comment on rencontre nos énergies? Et là, il y a aussi quelque chose dans la relation, c'est il y a deux énergies qui se rencontrent, comment on peut les faire danser ensemble. C'est beaucoup de jeux et de plaisirs nouveaux, en fait, qui sont proposés. Plein d'explorations, toujours autour de ce thème, quoi. On pourrait, pour boucler un peu parce que le sujet était les rêves, on pourrait boucler en disant qu'on peut faire des pratiques lucides de ce type de tantra en rêve. Bah oui, notamment les gens qui rêvent beaucoup de sexualité, ça peut être l'occasion d'aller explorer une autre forme de lucidité dans les rêves. Tu vois, si tu te réveilles lucide dans un rêve et que tu te dis, bon, qu'est-ce que je veux maintenant? Allez, je veux un ou une partenaire pour expérimenter ça. Ça peut être une intention à poser avant de s'endormir. Bah oui, ça peut être. C'est vrai que alors je fais souvent des rêves érotiques. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être intéressant pour moi de commencer à conscientiser un peu cette énergie en moi au niveau des rêves lucides et pouvoir l'utiliser. Mais t'as raison de souligner que c'est pas l'ascèse, hein. Le tantra, c'est pas de l'ascèse. Alors, le tantra Ouais. traditionnel peut-être, mais en tout cas, le néo-tantra, c'est vraiment l'idée d'aller au contraire savourer la vie parce qu'elle nous est offerte, tu vois, dans toutes ses potentialités et d'aller explorer toutes ces potentialités, que ce soit du plaisir, de la jouissance ou de la souffrance, pourquoi pas. Tu vois, moi qui ai fait beaucoup de yoga, dans le yoga, il y avait quelque chose de très contrôlant. J'en fais toujours du yoga parce que je pense qu'il y a besoin des deux, c'est-à-dire. Mais il me manquait beaucoup l'aspect non contrôlant, justement, fluidification des énergies, circulation, plaisir. Dans le yoga, il y a cette idée de non, je veux m'extraire, je veux m'éveiller, je veux m'extraire de la vie. Et moi, je dis, ouais, ok, mais si je suis en vie, c'est peut-être pour quelque chose, c'est peut-être pour l'explorer, cette vie. Et le tantra, c'est vraiment ce retour à expérimenter l'énergie dans la vie. Je raisonne bien parce que moi, quand j'avais 20 ans, pareil, j'étais dans cette quête d'éveil. Et en fait, j'ai branché la quête de l'absolu qui m'a déconnecté à un certain niveau. Et moi, c'est la voie du moine. Et c'est une voie pour certaines personnes. Encore une fois, il y a des gens à qui ça va vraiment correspondre en chemin de vie. Mais moi, en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais au fond. Donc, j'ai dû un peu capituler et justement un peu faire le parcours que toi, tu as commencé à faire aussi. On peut jouir de la vie. On n'est pas obligé de se couper du bas, en fait, on va dire, et faire correspondre le haut. Et il n'y a pas de conflit avec ça. Ouais. Et tu vois, finalement, l'image, c'est inspiration-expiration. C'est-à-dire que tu fais monter l'énergie vers la conscience, t'amènes la conscience dans la matière. Et c'est sans arrêt ce chemin d'aller-retour. Et tout est dans le mouvement, tu vois. La vie respire, tout est dans le mouvement. Et du coup, pourquoi on se bloquerait en haut ou en bas? On continue. Oui, non, mais on va clôturer. Peut-être une dernière question. On a évoqué beaucoup les extrêmes orientaux, parce que toi, c'est la pratique que tu fais, c'est la voie que tu suis, et puis moi, c'est celle aussi que j'aime suivre. On a parlé un peu de l'Occident. Est-ce qu'il y a pour toi des différences? Il y a des apports en Occident qu'on va pas retrouver en Orient et qui vont nous aider dans la pratique du rêve lucide? Bah oui, alors tout ce qui est neurosciences déjà, et puis les expérimentateurs de sortir du corps. On en trouve bien sûr dans les récits en Orient, enfin, en Inde et au Tibet, parce que moi c'est plutôt ma partie, donc on trouve des récits, mais j'ai l'impression qu'il y a toute une mode à plus ou moins récente des voyageurs astraux qui ont des techniques de voyage astral. Et moi, mon grand sujet actuellement, c'est de clarifier la différence entre voyage astral et rêve lucide, qui finalement n'est pas si net que ça. J'aimerais trouver des financements là, pour un projet de recherche pour créer une échelle qui n'existe pas encore, une échelle de classification des sorties hors du corps, des expériences hors du corps. Et le rêve, pour moi, peut être une expérience hors du corps. C'est super intéressant. Tu sais, moi, je travaille avec les rêves, donc en partie, je les interprète, mais je fais un travail symbolique autour des rêves. Et je commence à faire le pont dans mon travail avec le rêve lucide. J'attendais de plus travailler ça, etc. Et une personne qui se reconnaîtra peut-être m'a amené un rêve où il est sorti de son corps. Mais en fait, il est devenu lucide et après, il est sorti de son corps. Ouais, il a pris conscience qu'il était dans un rêve et après, il est sorti de son corps. Et on voit que la frontière est complètement... Lui, il a fait les trois types de rêves. On pourrait dire le rêve classique, je deviens lucide et je sors de mon corps. Ouais. Et en fait, plus moi je rencontre beaucoup de personnes, parce que du coup l'idée c'est d'avoir tout un panel de personnes qui peuvent raconter leurs expériences. Des fois, quand ils me racontent, je ne saurais pas classer si c'est un rêve lucide ou si c'est une sortie de corps, parce que justement on n'a pas de critères officiels.
Et c'est tellement des fois, tu te dis: «Mais non, mais» tu vois, par exemple, bon, déjà dans les sorties de corps, tu as des sorties qu'on appelle dans l'extra-physique, c'est-à-dire ça ressemble à la réalité, physique, tu vois? Tu peux juste rêver que tu sors de ton corps, mais tu restes dans ta chambre ou tu vas dans la pièce d'à côté. Et des fois, tu as des sorties de corps qui sont dans des plans complètement différents, par exemple dans le passé, dans le futur, sur une autre planète. Et tu as des rêves lucides qui ressemblent beaucoup à ça aussi. Donc comment distinguer? Est-ce que tu penses qu'à un certain niveau, parce que l'astral, ça peut se traduire aussi sur un plan émotionnel plus profond, est-ce que quelqu'un qui sortirait pas de son corps, même s'il voyage différents plans, il reste pas sur un monde émotionnel, là où le rêveur lucide, il peut être conscient que c'est pas forcément ça? Une hypothèse, hein, je vais C'est pas... intéressant, surtout que le corps astral, on peut l'appeler aussi le corps, émotionnel. C'est ça. Et que dans les rêves, on a vu qu'il y avait beaucoup d'émotions et que souvent dans l'astral, les voyageurs racontent que ils sont très soumis à leurs émotions, c'est-à-dire beaucoup plus Eh qu'à leur oui. mental. Oui, c'est une piste. C'est pour ça qu'on manque de recherche là-dessus parce que ça reste quand même C'est tout nouveau flou. en termes scientifiques. Hein. On a aussi, on est un peu coupé de nos émotions qu'on associe à une énergie féminine très souvent dans nos sociétés. Et en fait, c'est un monde assez complexe qu'on connaît mais qu'on redécouvre quand même à une grande échelle. Et je pense que dans les niveaux énergétiques, ça a vraiment des profondeurs un peu masquées. Mmh. Moi, je vois, hein, les rêves m'ont permis de me réveiller beaucoup au niveau des émotions et j'ai certains rêves où je me suis donné un enseignement au niveau des émotions. Ah Donc, oui, oui, ouais, c'était super enseignant au niveau émotionnel, les rêves, complètement. Mais en tout cas, je mais pourrais pas, vu que pour l'instant, oui, scientifiquement, on peut rien dire sur la classification, je peux pas vraiment te dire oui. mais t'as une intuition, toi, quand même. Tu vas vouloir un Un modèle de cadre. classique. Ouais, tu vas vouloir un cadre extérieur pour pouvoir caser le truc. Bah, en fait, moi, je veux pouvoir poser des mots qui parlent à tout le monde. Et donc, si je dis c'est un rêve lucide ou c'est une sortie de corps, ben, peut-être que c'est pas des mots qui parlent à tout le monde, parce que justement, c'est pas ce que c'est. C'est juste de se mettre d'accord sur de quoi on parle, en fait. Et pour se mettre d'accord, je pense qu'il nous faut des critères. Dire, ah bah oui, là, tu voyais plus ton corps, tu sentais plus ton corps, donc t'es passé par la sensation de sortir de ton corps. Ou finalement, c'était une réalité non ordinaire. Enfin, c'est quoi ton critère, en fait? Est-ce que tu as remarqué comment eux vont décrire leurs expériences? Alors, il y en a beaucoup, visiblement, mais comment, c'est peut-être ça qui peut aider. Quels mots, eux, ils emploient naturellement, tu vois, pour décrire ça, par exemple? Ouais, bah, du coup, comme on avait fait ce projet de recherche, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a toute une classification des termes pour les sorties de corps, mais moi, j'aimerais faire la même chose pour les rêves lucides. Ça, D'accord, donc là, tu cherches des crédits de recherche. ouais. Bon, bah, l'appel est lancé. Ouais. Écoute, on peut clôturer, c'est-à-dire que peut-être des anecdotes ou des récits qui viennent là par rapport à tout ce dont on a parlé, que ce soit prendre conscience que le rêve est une forme est aussi réel à un certain niveau que la réalité, ou un exemple de rêve lucide, ou une anecdote. Ouais, j'en ai une qui me vient là, par exemple, c'est qu'une des techniques pour savoir si tu rêves, c'est par exemple de regarder ta main et de voir si quand tu la fermes et que tu la rouvres, c'est toujours la même. Est-ce que tu as le même nombre de doigts? Est-ce que tu as toujours les mêmes lignes de la main? Et donc, bah, moi, je faisais régulièrement des tests dans la journée. Toi, je regardais ma main, ok, c'est bon, j'ai toujours 5 doigts, c'est toujours la même chose. Donc, je suis dans la réalité, ok, enfin, dans le quotidien. Et puis, du coup, je prenais l'habitude de le faire en journée. Donc, la nuit, ça me permettait de garder cette habitude. Donc, je me souviens d'un rêve où je me suis dit, ah, ok, là, je suis pas sûre de rêver ou pas, je vais regarder ma main. Et je regarde ma main et je fais, ok, bon, c'est la même, c'est bon, donc je suis pas en train de rêver. Je me réveille un peu plus tard et je me souviens de ce rêve où en fait, je sais que c'était un rêve parce que je me revois rêver que je regardais ma main. Et voilà, je me souviens de tout le décor du rêve, tu vois, du chemin, de tout ça, enfin bref. Et donc, c'est pour ça que des fois, on essaie de mettre en place des stratégies. La conscience est plus forte, en tout cas le jeu, on va dire, l'inconscient plutôt se joue bien de nous des fois. Moi, j'ai un exemple aussi à donner. J'ai fait un rêve où il est retors celui-là, où tu vas le classer. J'étais pas dans un rêve, je voyais les rêves comme des écrans avec des chaînes. Enfin, pas des chaînes au sens fort du terme, mais des fils qui relient plein de scènes qui sont des rêves par eux-mêmes. Tu vois. Mais moi-même, je suis pas. Alors, je suis dans un rêve, mais je suis pas dans un décor. Ouais. Et j'avais la conscience, l'inception que ça, c'est un rêve dans un rêve dans un rêve dans un rêve dans un rêve. Ouais. Donc, est-ce que là, je suis lucide? Oui. Est-ce que je suis bon, c'est pas une sortie corps, mais est-ce que je suis dans quel type de lucidité je suis? Tu vois, bon, Ah ouais, quand t'es dans une mise en abîme, que tu rêves, que c'est tu ça, rêves, que tu rêves, que tu rêves, là, c'est c'est ça. c'est fort. Bah, j'avais ça, mais ça m'est venu. Mais c'est très rapide en fait. Hein. On croit que ça dure des siècles, mais c'est plutôt rapide en fait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on pourrait raconter plein de choses sur Bah, c'est les passionnant. différents plans de rêve. Tu vois, par exemple, le fait d'avoir plusieurs rêves en même temps, parce que comme s'il y avait Ouais. plusieurs plans de conscience en même temps. Tu auras d'autres podcasts, j'imagine, pour aborder tous ces Oui, oui, sujets. je l'espère, je l'espère. Mais c'était passionnant. En tout cas, je te remercie hein, d'avoir joué le jeu.
Ça fait plaisir de pouvoir en parler. Très riche, je pense que les auditeurs vont être contents de tout ça. Donc merci à toi, on te retrouve sur ton site. Ouais. Donc j'ai 2 sites, sabine.rabourdin.com ou yoga.rabourdin.com. L'un, c'est plus pour mes activités de recherche et l'autre plus pour mes stages et mes formations yoga du rêve, tantra. D'accord, j'ai vu que tu étais actif sur Facebook aussi. J'essaie un peu de me mettre sur les réseaux, mais c'est tout un job. C'est du boulot. Je te souhaite plein de succès en tout cas. Je te remercie beaucoup. À bientôt. Merci Sabine, à bientôt, au revoir. Prenant étoile filante et au-dessus des cendres du Vésuve, là où jamais le réel n'abdique à la source de l'effort, dans le désert, les étuves se file la métaphore comme un fil d'air ou un cri tissé d'ombre, un chemin bien entendu dans l'oreille d'un bruit qui ne porte plus, fait irruption la sonnette du serpent que rien